Nous passons aux amendements. Le 83, Monsieur Seguin. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement, soutenu par le groupe des Républicains, vise à appliquer au RSA et à l'ASS une revalorisation de 3,5% au lieu de 4 tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, anticipé au 1er juillet 2022. Je rappelle que le RSA et l'ASS garantissent un revenu minimum à des personnes sans emploi en attente d'insertion professionnelle. Il n'y a pas lieu de les revaloriser à un taux supérieur à celui des personnes exerçant une activité professionnelle, à mon avis. Le taux de 3,5% est l'équivalent au taux de revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Pourquoi on augmente de 4% alors les minima sociaux? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les aides sociales sont supérieures en revalorisation au travail. Par ailleurs, je tiens à rappeler que les allocations chômage sont revalorisées à 2,9%. Merci. Si, en discussion commune, le 44, Monsieur Duplomb. Oui, Monsieur le Président, je suis conscient que l'amendement que j'ai déposé risque encore plus de faire débat que celui de Monsieur Seguin, puisque sur mon amendement, je dis très clairement qu'il faut qu'on se pose aussi les bonnes questions. Quand je suis sur le terrain, comme beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous, quel est le constat? Qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons des entreprises qui nous disent sans cesse: nous ne trouvons pas les personnes suffisantes pour occuper les postes qu'on est prêt à ouvrir. J'ai l'exemple, par exemple, sur mon département, d'une usine de fabrication de champignons de Paris qui cherche 60 emplois et qui est obligée de faire appel à 40 emplois polonais parce que tout simplement, ils ne les trouvent pas sur le territoire de la Haute-Loire. Quand je discute avec des gens qui semblent suffisamment intelligents pour comprendre les choses, ils nous disent quoi? Ils nous disent: mais c'est pas étonnant, puisqu'aujourd'hui, la différence entre être aux aides sociales ou travailler n'est pas suffisamment importante. Et donc, par définition, il y a beaucoup de gens qui se disent: à quoi ça sert de prendre ma voiture pour aller travailler, puisqu'au bout du bout, j'ai presque autant, dans un département comme le mien, j'ai presque autant à rester chez moi plutôt que d'aller travailler. Et le message qu'on va donner encore plus, alors je comprends que plein vont être contre ce que je peux dire, mais le message qu'on donne aujourd'hui, c'est lequel? C'est que la personne qui se lève tous les matins pour aller travailler, qui prend sa voiture pour faire 30 km et qui voit en face de chez lui quelqu'un qui reste au RSA et qui ne veut pas aller travailler parce que tout simplement on lui offre la possibilité de retrouver une revalorisation à travers 4% sur le RSA, 3,5% sur l'APL, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné on va arriver à remettre le maximum de gens dans une situation de travailler? Ben, je pense pas. Je pense pas qu'avec ces messages-là, on y arrive. Alors je veux bien qu'il y ait des gens qui aient l'impression que tout ce qu'ils disent peuvent être entendus par tout le monde et soit de politiquement correct. Eh bien, pour une fois, je fais peut-être aussi du politiquement incorrect, mais je peux vous dire qu'il y a plein de Français qui travaillent et qui en ont marre de cette situation. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, sur ces deux amendements. Oui, merci Monsieur le Président. Donc effectivement, l'amendement 83 qui a été présenté par mon collègue Vincent Seguin vise à une revalorisation de 3,5% du RSA et de l'ASS pour finalement s'aligner sur la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Alors je ne vais pas revenir sur la présentation qui a été faite, très bien faite d'ailleurs par mon collègue Vincent Seguin, puisqu'effectivement on a, même si l'amendement présentait des taux identiques pour tous les minima, on a quand même globalement des taux qui sont différents pendant cette période d'inflation. On a eu effectivement des taux sur l'ARE qui est porté par les partenaires sociaux sur l'UNEDIC qui sont de 2,9%, donc ils ne sont pas sur les 4%. La GIR-Carco, le CPSTI fait le choix de ne pas aligner ses complémentaires et reste à zéro. Et effectivement, il y aurait pu y avoir, je le trouve, un intérêt à ce qu'on puisse à un moment donné se poser des questions sur des revalorisations différenciées des minima par anticipation. Alors, le rapporteur que je suis a porté un avis favorable en commission à cet amendement. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis par la commission. La commission a donc émis un avis défavorable, mais néanmoins, vous comprendrez bien que je me réserverai un vote personnel sur cet amendement. S'agissant du 44 rectifié, le précédent n'ayant pas effectivement été voté par la commission, celui-ci il n'a bien entendu pas été non plus, donc la commission a aussi émis un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur le ministre. C'est un avis défavorable sur les deux amendements, comme je viens d'évoquer. Un écho à ce que vient de dire Madame la rapporteure pour dire que concernant Agirc-Arrco et les retraites complémentaires, les dates de revalorisation sont différentes et les partenaires sociaux sont saisis de la revalorisation et ils feront le choix du niveau de celle-ci à l'occasion de leur échéance qui doit être de mémoire au 1er novembre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les deux amendements qui ont été présentés,
J'ai dit mon opposition, j'ai dit la volonté du gouvernement d'accompagner l'ensemble des ménages, y compris ceux qui sont bénéficiaires du RSA, au même niveau. Vous comparez avec la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, sans tenir compte notamment du fait que le point d'indice, même s'il n'avait pas été revalorisé depuis longtemps, s'inscrit dans une grille de rémunération avec un GVT et une progression de carrière, ce qui peut expliquer cette différence d'un demi-point par rapport à d'autres éléments de revalorisation. Et par ailleurs, s'il y a une chose que je peux partager dans ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est le fait que la priorité des priorités, c'est de permettre le retour à l'emploi. C'est ce à quoi je m'emploie. Et je pense d'ailleurs, pardonnez-moi pour cette parenthèse, que la société n'est pas quitte de son devoir de solidarité lorsqu'elle a attribué 575 € par mois à un allocataire du RSA. La société elle est quitte de son devoir de solidarité quand elle a assuré ce revenu minimum et qu'elle a assuré dans le même temps une offre d'insertion et une possibilité aussi personnalisée possible de retour à l'emploi, car à mes yeux, la seule autonomie, la seule dignité passe par l'emploi et passe par le revenu du travail, plus que par le simple bénéfice d'un minima social tel que le RSA. En attendant ce retour à l'emploi qui est un objectif, je ne reviens pas sur les objectifs de plein d'emplois que nous avons, sur la mobilisation de tous les acteurs de la formation et de l'insertion, nous devons protéger l'ensemble des ménages. Et donc, nous sommes extrêmement attachés à ce que cette revalorisation ne soit pas différenciée au-delà même du chiffre, au-delà même de la différence, parfois d'un demi-point. Dans les propositions qui sont les vôtres, il y a une force symbolique à ne pas traiter les plus abîmés de nos concitoyens de la même manière que les autres. Merci, monsieur le ministre. Le président Laurent. Oui, avec ces amendements, moi je trouve qu'on touche à l'indécence. Parce que de quoi on parle là? On parle de gens qui vivent avec quelques centaines d'euros par mois, qui survivent avec quelques centaines d'euros par mois, les gens qui sont au RSA. Et vous nous proposez de réduire une augmentation déjà minimale, alors que ces prestations ont subi, d'ailleurs comme l'ensemble des revenus, des baisses massives à cause des pertes de pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que pour argumenter cet amendement, vous nous dites qu'il faudrait revaloriser le travail. Le problème, c'est que ces amendements viennent d'un groupe qui ne propose aucune augmentation de la revalorisation du travail, qui refuse avec le gouvernement toutes les propositions d'augmentation des salaires dans le privé. C'est-à-dire que vous êtes ceux qui refusez la revalorisation du travail. Et vous allez voter ce projet de loi comme vous l'avez voté à l'Assemblée nationale, parce que justement, sa colonne vertébrale, c'est de ne pas demander 1 euro aux entreprises et aux employeurs pour augmenter la valeur du travail. Alors ne venez pas nous faire la leçon sur la revalorisation du travail pour baisser des prestations de gens qui survivent à peine avec quelques centaines d'euros par mois, alors que vous êtes ceux qui la refusé, la revalorisation du travail. Merci, cher collègue. Madame Ferret. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais reprendre quasiment les mots de mon collègue. Ces amendements sont pour moi indécents et je suis particulièrement choquée. Particulièrement choquée quand on ose proposer que celles et ceux allocataires du RSA qui ne sont pas en activité professionnelle, vous indiquez même dans un des amendements, les fruits du travail doivent avant tout être valorisés. Mais parce que vous considérez qu'être allocataire du RSA, c'est un choix, que c'est un projet de vie, que de s'inscrire durablement dans le RSA, et comme ça on est bien, on n'a pas besoin de se fatiguer le matin, je reprendrai presque vos mots. Mais est-ce que, je ne voulais pas le faire, mais je vais le faire. Est-ce que vous connaissez le montant du RSA mensuel pour une personne? 575,52 € pour une personne. Comment peut-on vivre, on survit, comme cela a été dit, avec ce montant? Comment peut-on avoir osé dire que ces allocataires ne méritent pas une augmentation à minima de 4%. Vous savez combien ça fait 4% en augmentation? J'ai fait le petit calcul, parce que c'est bien quand on sait de quoi on parle. C'est 23 €. Et quand on reste à 3,5%, c'est 20 €. Alors évidemment, peut-être que pour vous, 3 € c'est rien du tout. Mais quand on a si peu
quand on a si peu, 575 € par mois, eh bien 3 €, c'est important et ça peut permettre de manger sur un repas. Alors vraiment, moi je suis vraiment choquée qu'on puisse faire de telles propositions de non-revalorisation, non-alignement au titre des autres prestations, parce que on aurait des hommes et des femmes qui auraient choisi délibérément de ne pas travailler et qui seraient satisfaits de cette situation. Alors vous évoquez la revalorisation du travail. Et comme cela a été dit, eh bien nous le demandons, la revalorisation du travail. Nous n'avons eu de cesse de le demander depuis le début de nos débats. L'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC. Merci, voilà ce que je voulais dire et je suis très en colère. Merci. Madame la présidente Rossignol. Madame la présidente Rossignol. Moi, je voudrais répondre à notre collègue Duplomb qui nous disait tout à l'heure, je rencontre des gens qui pensent que. Je rencontre des gens qui pensent qu'ils se lèvent le matin pour aller travailler alors qu'il y en a d'autres à côté qui ne se lèvent pas et qui gagnent autant qu'eux. C'est ce que des gens pensent. Mais vous, qui êtes un sénateur dans une enceinte qui travaille, qui connaît les chiffres, vous ne le pensez pas. Donc la question, c'est pas tant ce que pensent les gens que ce que nous devons leur dire pour rétablir la vérité. Je pense que, par ailleurs, il y a un problème. Il y a un problème, effectivement, aujourd'hui, du rapport au travail et à l'emploi. C'est vrai. Mais ce n'est pas un sujet français. Votre point de vue qui consiste à dire c'est parce que les revenus de remplacement sont trop élevés que les gens ne vont pas travailler est un point de vue qui se heurte à la réalité internationale. C'est qu'aux États-Unis, ils ont le même problème. Et dans l'ensemble des pays développés, le même phénomène est à l'œuvre en ce moment. Et croyez-moi que les revenus de remplacement aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec les revenus de remplacement en France. Donc je ne pense pas que nous pourrons résoudre ce problème, qui est un problème pour la croissance, la création de richesses dans notre pays, la santé morale des jeunes générations et la cohésion nationale, incontestablement. Mais ce n'est pas en abondant cette fausse représentation d'un lien direct entre les revenus de remplacement et le désamour du travail que nous allons ensemble régler le problème. Et puis, la meilleure façon de creuser l'écart entre les revenus de remplacement et les salaires, c'est quand même d'augmenter les salaires. Pourquoi tout à l'heure, quand on vous a proposé d'augmenter le SMIC, qui est le revenu de salaire le plus près des revenus de remplacement, pourquoi vous ne l'avez pas voté? On vous a donné une opportunité exceptionnelle de répondre au sujet que vous soulevez de l'écart entre revenus de remplacement et salaire. Donc, mes chers collègues, je vous appelle à ce qu'on ait une réflexion plus approfondie sur ce qui se passe sur la planète, dans le pays développé, à l'égard du travail. Merci, chers collègues. Madame Lubin. Merci, Monsieur le Président. Sans concertation, je vais vous dire la même chose que ma collègue Laurence et que mes collègues avant, mais peut-être de manière un petit peu moins châtiée. Moi, quand je vous entends, j'ai l'impression pas d'être au Sénat, mais d'être au Café du Commerce. Si, parce qu'effectivement, c'est ce que l'on entend au Café du Commerce. Et comme l'a dit Laurence Rossignol, ici on est au Sénat et on a des moyens. On a des moyens pour expertiser ce que l'on pense. On a des moyens pour aller voir, pour chercher, on a des études, on a tout ce qu'il faut. Donc on ne peut pas dire des choses comme ça. Quant à ceux qui vous disent justement que, ma foi, certains préfèrent ne pas aller travailler, c'est plus facile de percevoir les minima sociaux. Eh bien, par exemple, est-ce qu'ils se sont mis dans la peau d'une femme, parce que c'est souvent une femme, toute seule, avec un enfant, 2 enfants, toute seule, avec un père qui s'est échappé, qui n'assume pas, et oui, c'est pas la caricature, c'est la vie, et avec des emplois qui sont proposés, des emplois qui sont proposés à temps partiel, avec des horaires complètement atypiques, donc un salaire qui est bien loin d'atteindre le SMIC et l'impossibilité de payer la garde de ses enfants. Alors oui, ces gens-là font des comparaisons. Et je vous dirais juste que c'est humain. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, pour que les gens n'aient pas à faire ces comparaisons-là, parce qu'ils seraient bien mieux eux-mêmes et ils se sentiraient bien mieux au travail, c'est effectivement d'augmenter les salaires. Merci, cher collègue. Monsieur Segouin. Oui, merci, Monsieur le Président. Les chiffres sont têtus.
Le taux de chômage en France, aujourd'hui, est à 7,1%. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal sont à 3,5%. Le plein emploi, moi j'ai toujours appris que c'était 3,5%, pas 7,1%. Alors, vous proposez toujours de taxer les entreprises. Ça fait 30 ans qu'on entend ça. Bilan, mais ça fait 30 ans que vous avez la main sur le cœur, que vous êtes choqués et que vous nous dites il faut taxer les entreprises. Continuons, mais regardez simplement notre balance commerciale qui est ultra déficitaire. Essayez de faire le lien entre le travail, vous dites augmenter le SMIC, mais faites le lien entre le travail et la balance commerciale et vous comprendrez que vous détruisez toujours un peu plus l'entreprise. Mais continuons parce que le seul recours aujourd'hui pour payer tout ça, c'est le recours à la dette. Alors c'est sûr, aujourd'hui on peut avoir la main sur le cœur et dire qu'on pense à ceux qui ne travaillent pas. Notre problème, on le reporte, ce sont nos enfants qui vont le rembourser, ce n'est pas nous. Alors si c'est ça d'avoir du courage en France, moi je trouve ça bien dommage. En tout cas, je retiens une chose, c'est qu'on revalorise plus les minima sociaux que le travail. Et ça, je trouve ça dommage. Merci, cher collègue. Madame Dindar. Oui, merci, Président. J'ai entendu mes deux collègues dire tout à l'heure qu'il fallait se poser les bonnes questions. Autant je peux comprendre qu'on peut faire valoir une différenciation ou une valorisation différente des prestations telles qu'elles soient, autant je ne peux pas accepter qu'on puisse se dire que le RSA ne peut pas être valorisé à la même hauteur que les autres prestations. Personne ne fait le choix d'habiter dans un logement social et ne pas avoir les moyens de payer son logement social. Et c'est le cas de plein de RMI à La Réunion, comme c'est le cas pour l'ensemble des Outre-mer et dans des quartiers de la France hexagonale. On ne peut pas aujourd'hui ne pas traiter humainement chaque citoyen de la République française. Et les augmentations valent par rapport à ce qui est inscrit sur ce projet de loi, c'est-à-dire comment on doit lutter contre la vie chère et accompagner ceux qui rencontrent des difficultés. Alors, si nous sommes tous présents, c'est bien pour discuter de ce projet de loi à mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Il y a bien des citoyens français, ici et ailleurs, qui touchent le RSA. Est-ce que leur pouvoir d'achat doit être différencié du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent, des travailleurs pauvres ou d'autres travailleurs ou de ceux qui sont à la recherche d'un emploi? Je crois que non. Et je crois qu'on se trompe. Mais franchement, être républicain, être républicaine, c'est bien de se dire que chaque individu a les mêmes droits, les mêmes devoirs aussi. Je le dis à chaque citoyen que je rencontre. Mais il a aussi les mêmes droits et sur le pouvoir d'achat, il doit pouvoir attendre de tous les sénateurs et de tous les députés la même défense de ses droits et donc la même valorisation. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, cher collègue. Monsieur Savary. Oui, vous savez, je crois que dans cette approche, il faut beaucoup d'humilité par rapport à tout cela. Et puis, je ne pense pas que ceux qui ont raison se contentent. Moi, je suis un élu de la Marne, je suis un adepte de Léon Bourgeois du solidarisme. Voilà. Où je crois que chacun a un devoir vis-à-vis de la planète et qui doit rendre quelque chose. C'est consentir à l'impôt et c'est la notion des droits et devoirs. Il y a des droits et des devoirs. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on arrive à régler ce problème où on a une France complètement divisée entre ceux qui gagnent de l'argent et qui sont mécontents parce qu'ils payent trop, et ceux qui touchent des allocations de solidarité qui sont mécontents parce qu'effectivement, ils ne touchent pas assez. Donc si on continue comme ça, ce qui n'est pas de différence, on n'arrivera pas à unir la France. Donc je pense qu'à travers une différenciation, on peut commencer à unir. C'est un message qui dit que ce n'est pas pareil quand on travaille que quand on ne travaille pas. Mais il ne faut pas les laisser au bord du chemin. Et monsieur le ministre, je partage votre point de vue. Vous dites que c'est l'offre d'insertion qui compte. Ce n'est pas tellement le revenu qu'on va laisser, c'est la facilité. Ceux qui ont présidé leur département, ils savent bien comment c'est. C'est la facilité de ne pas faire d'action d'insertion parce que vous n'avez plus de sous. Vous laissez les gens en dessous, vous ne les aidez pas à s'en sortir. Pour les aider à s'en sortir, il faut des actions d'insertion.
Or, qui paye le RSA? C'est le département. Et quand il a payé le revenu du RSA, il n'y a plus de sous pour l'insertion. Dans mon département, c'est toujours 42 millions d'euros de recettes. Les dépenses de RSA, c'est maintenant 100 millions d'euros. Sur un budget de 500 millions d'euros, comment voulez-vous avoir l'argent nécessaire pour aider ces personnes? Donc il faut revenir à quelque chose d'un peu plus cohérent, que les départements aient les moyens de faire les actions d'insertion pour sortir ces personnes des difficultés. C'est la raison pour laquelle c'est un signe important de montrer une différence et je soutiendrai bien entendu cet amendement. Chers collègues, Madame la présidente Létard. Oui, merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues. Évidemment, Monsieur Savary, que les départements ont besoin d'avoir des moyens et des dotations à la hauteur des enjeux qui sont face à eux et des fragilités, mais aussi des ambitions que nous avons pour les plus éloignés de l'emploi, pour qu'effectivement, demain, ils puissent accéder à l'autonomie professionnelle, à une situation qu'ils aspirent à avoir. Pour autant, est-ce qu'il faut, cet objectif louable que vous visez, le lier à l'augmentation ou non de 4% d'un minima social ? 575 € pour une personne seule. Je ne sais plus quel collègue le rappelait tout à l'heure. Moi, je ne sais pas vivre avec ça. Vous savez vivre avec ça? Moi, je ne sais pas. Pour autant, ça n'exonère personne. Et aujourd'hui, il ne me semble pas qu'un seul département en France n'ait pas mis en place un dispositif qui fasse en sorte d'accompagner chaque bénéficiaire du RSA dans un parcours de retour vers l'emploi. Sauf qu'il y a des personnes, quand ils rentrent dans ce parcours, qui sont en situation d'illettrisme, qui sont en situation de déqualification complète et qu'avant de pouvoir retourner directement à l'emploi, eh bien, il faut accéder à toute une série de solutions, de formation, peut-être d'insertion dans des structures, des régies de quartier, etc. Oui, eh bien, il faut les moyens, mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne qui est malheureusement pas en situation d'accéder à l'emploi directement, on la punisse en l'interdisant de pouvoir nourrir ses enfants décemment. Pour autant, il faut être exigeant. Et je suis d'accord sur le fait, et je vais vous dire dans le département du Nord, et croyez-moi, ça nous déchire le cœur, sur 110 000 bénéficiaires du RSA, il y a 10 000 allocataires en 2 ans qui ont quitté le RSA parce qu'ils avaient la situation qui correspondait à une offre d'emploi, ils l'ont refusé plusieurs fois d'affilée, ils ont perdu le bénéfice du RSA. Et croyez-moi, ça fait l'objet d'une analyse sociale et professionnelle fine. Malheureusement pour eux, ils l'ont perdu, j'en suis bien désolée, mais juste pour vous dire que ceux qui sont bénéficiaires du RSA aujourd'hui, c'est parce que véritablement, ils sont engagés dans un parcours. Ce ne sont pas des gens qui se sont mis à l'abri d'une disposition qui les protégeait d'aller vers l'emploi ou de faire un effort. Sachez bien que là, il s'agit juste de donner les moyens à chacun de pouvoir subvenir à ses besoins, et là, les plus précaires. Merci, chers collègues. Monsieur Hainaut. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je crois que c'est un beau débat. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'indécence, il ne s'agit pas de politiquement correct ou incorrect. Il s'agit de se poser les questions. C'est normal qu'on se pose la question de savoir dans ce pays s'il y a suffisamment d'écart entre les revenus de la solidarité que les revenus du travail ou les revenus de l'assistanat. Mais j'aime mieux solidarité qu'assistanat. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Mais la question qui est posée, c'est est-ce qu'on répond à ce problème en faisant en sorte de diminuer proportionnellement la revalorisation du montant du RSA et en le différenciant d'autres revalorisations? Moi, je ne le pense pas sincèrement. Je vais même aller plus loin. Est-ce que ça participe au retour à l'emploi? Je ne le pense pas. Est-ce que c'est le RSA qui crée la marginalisation d'une partie de la société? Je ne le pense pas. Et donc, la question, c'est le retour à l'emploi, la question, c'est la formation. Mais il me semble que se poser la question et donner cette réponse à l'occasion d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat, c'est poser une bonne question, mais c'est trouver une mauvaise réponse. Parce que notre société, elle est très, très fracturée. J'ai bien compris les arguments de René-Paul Savary. Sur beaucoup de sujets, je suis d'accord avec lui, mais pas là. Parce que si je comprends bien ce qu'il dit, moi, au fond, je suis sensible à son argumentation, mais ma conclusion est totalement différente. Je dis non à la différenciation. Pourquoi? Parce que notre société, elle est terriblement fracturée. Et si on envoie ce message-là, on ne rassemble pas la société française, mais on accroît la fracture sociale.
et même parfois la fracture territoriale. Et à mon avis, c'est une bonne question, mais donner cette réponse est une mauvaise réponse. Je vous remercie. Chers collègues, alors j'ai encore 2 explications de vote, 2 demandes, et ensuite j'ai un scrutin public sur l'amendement 83, donc on passera ensuite au vote. Monsieur Duplomb. Oui, Monsieur le Président. Mon amendement, il ne vise pas à supprimer le RSA. Et encore moins à dire que je ne connais pas les montants du RSA, puisque je les ai demandés pour les avoir exactement. Vous avez raison, une personne isolée, c'est 506,46 €. Avec la revalorisation, ça sera 526,72 € par mois. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, et je pense que là-dessus, on peut se poser la question de façon globale, si la personne qui touche 500 € estime que le montant qu'il touche n'est pas suffisant, quand on lui propose un emploi à 1 300 € au SMIC minimum, 1 300 ou 1 200, pourquoi Mais je pose une question simple. Pourquoi, là où il n'y a pas besoin d'avoir véritablement une qualification professionnelle particulière, ces emplois-là ne sont pas pourvus et qu'on soit obligé d'aller chercher obligatoirement des emplois à l'étranger? À un moment donné, si on n'a pas la possibilité de se poser cette question globalement, je pense qu'on est totalement à côté du débat. Alors on peut essayer d'y répondre. Ou pourquoi ils ne vont pas chercher cet emploi? Parce que vous le savez comme moi, le RSA n'est qu'une partie de ce qu'ils peuvent bénéficier. Parce que si on y rajoute l'APL, c'est plus 526 €, c'est 230 € de plus, ça fait 750 €. Et que si vous avez des gens en plus de ça qui sont isolés et qui vivent avec une mère isolée avec un enfant, c'est 1 300 plus 700, c'est 2 000 € par mois. C'est ça la réalité de ce qui se passe dans les campagnes et chez nous. Donc ne pas le regarder en face, c'est le nier. Ne pas vouloir traiter le problème, c'est continuer de le subir, alors que d'un côté, on a des emplois qui sont ouverts, qui pourraient être pris par des personnes sur lesquelles on donne de l'aide sociale et qui pourraient permettre de diminuer le coût pour l'État et de remettre les gens dans le circuit entre guillemets du travail, alors que ce n'est pas ce qu'on fait et on se contente de faire entrer des étrangers pour prendre ces postes non pourvus. Merci, chers collègues. Madame Poncet-Monge, pour terminer. Merci, Monsieur le Président. Moi, je l'ai souvent dit, je vous conseille un petit stage d'1 semaine à ATD Quart-Monde ou à l'Abbé Pierre, si vous préférez. Vous saurez ainsi que la trappe à l'emploi, c'est ce qui a été dit, la santé, les problèmes de qualification. Mais la trappe à l'emploi, c'est la pauvreté. Voilà, ces gens-là, ils sont occupés. Ils sont occupés à survivre. Hein, et quand vous êtes avec 500 €, effectivement, vous passez toute votre énergie à survivre. Donc c'est ça. Rappelez-vous, un économiste l'a dit, et ATD Quart-Monde le répète, la trappe à l'emploi, vous comprenez ce que ça veut dire, de ne pas accéder à l'emploi, c'est la pauvreté. Et puis, quand même, c'est un véritable mensonge. Il faut écouter quand même ceux qui sont en train de travailler sur le revenu universel d'activité, qui disent que, y compris avec l'APL, y compris avec les allocations familiales, le travail paye. Excusez-moi, la différence, elle est là. Et depuis la prime à l'activité, la revalorisation après les gilets jaunes, c'est le cas. Et je vais vous dire une autre chose pour les jeunes de moins de 25 ans. Ceux que vous voulez pas, justement, être bénéficiaires, parce que c'est vrai qu'avec le RSA, il n'y a aucun jeune qui va travailler. Eh bien, à Lyon, il y a le revenu de solidarité jeune. Oh, vous savez, c'est pas extraordinaire, 300 à 400 €. Il n'en reste pas moins qu'un tiers est déjà sorti. Un tiers est déjà sorti du dispositif. Ils ont été effectivement accompagnés et ils ont été aidés pour ne pas passer leur temps, à s'occuper, à survivre. Alors, et une dernière chose par rapport à la revalorisation des salaires. S'il n'y avait pas eu cette déflation salariale, s'il n'y avait pas eu de plus en plus des travailleurs pauvres, c'est-à-dire qu'on travaille et qu'on n'y arrive pas, on travaille et on est pauvre, eh bien, il y aurait moins ce que vous prétendez effectivement ne pas vouloir, c'est-à-dire que les travailleurs, l'écart n'est plus là. Donc voilà. Bon, merci, chers collègues. J'ai encore 3 demandes. Honnêtement, je pense qu'on a pas mal débattu du sujet. Il y a beaucoup de collègues qui se sont exprimés. Donc, je donne encore 3 fois la parole et ensuite j'arrête. Non, j'ai déjà les 3. Non, sinon, on ne va pas avancer du tout. Hein.
On peut passer toute la soirée dessus et... Allez, le président Retailleau. Bien, mes chers collègues, jusqu'à présent, je pense qu'on a donné de ce débat une autre image que celui qui a pu avoir cours à l'Assemblée nationale. Mais je comprends que ce sujet-là puisse enflammer nos débats. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de débat interdit. Je voudrais simplement répéter et redire, peut-être différemment, un certain nombre de nos convictions. La première chose, personne, bien sûr, n'a dit que quelqu'un vit correctement avec 575 €. Avec 4% de plus, non plus, mes chers collègues. Personne non plus n'a dit que les gens qui étaient au RSA avaient choisi de l'être. Mais je sais, parce que j'ai été président de département, comme d'autres parmi nous, je sais parfaitement qu'il y a des gens qui touchaient le RSA et qui touchent le RSA, qui sont des victimes, qui ont du mal à être employés, et d'autres qui peuvent se complaire dans une situation. Vous le savez parfaitement. Tous celles et tous ceux qui ont été présidents de département le savent. Il nous est arrivé, d'ailleurs, de stopper des contrats lorsqu'ils n'étaient pas honorés, parce qu'il y a la règle, c'est le droit, et il y a des devoirs. Première chose. La deuxième chose, la fracturation. Mais la fracturation, le RSA a été déjà, bien sûr, revalorisé d'1,8. Pas l'Agirc-Arrco, j'ai entendu tout à l'heure, 0 en juillet, monsieur le ministre, ce sera moins de 3%, vous le savez très bien, moins de 3% au mois de novembre prochain. L'indemnité chômage, c'est moins de 3%, 2,9%. Donc ce sujet de l'écart entre le revenu du travail et le revenu de substitution, il est là, il est important, il est devant nous, et il faudra absolument qu'on le traite. Et nous avons ici proposé de revaloriser le travail. La défiscalisation des heures supplémentaires pérennisée. Quelqu'un qui fait de 36 à 39 avec la défiscalisation, c'est précisément 1 510 € net. Merci, Monsieur le Président. Et nous, la revalorisation, c'est par le travail qu'on l'obtient, mes chers collègues. Sinon, c'est de la monnaie de singe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. D'abord, le RSA est un droit. Et moi, j'ai un débat avec M. Retailleau, je l'ai déjà entendu. Il n'y a pas les droits et les devoirs. Le texte fondateur de notre République, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et les devoirs sont cités qu'une fois dans le préambule. Les devoirs, une fois. Les droits, ils sont naturels et imprescriptibles. Et ils sont préexistants au contrat social. Et une fois qu'il y a un droit, on doit en garantir son accès. Ça, c'est un premier débat. La deuxième chose sur le RSA, moi, il faut nous dire dans quelle société vous voulez vivre. Vous nous expliquez donc qu'il ne faut pas revaloriser le RSA, qui est un droit à survivre avec 500 et quelques, suivant les situations, ça peut monter à 600 ou 700, mais même avec des enfants, 600 ou 700 €, et je crois que personne ne dira ici qu'on peut vivre dignement, c'est survivre. Et vous nous proposez, durant toute la première partie, de ne pas revaloriser non plus le travail. Et un certain nombre, ici, vous l'ont dit, il y a eu beaucoup d'occasions de revaloriser le travail. Donc on aura passé tout un débat sur mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Vous ne voulez pas la revalorisation des minima sociaux, vous ne voulez pas la revalorisation du travail. Donc, on vous demande, dans le moment de crise dans lequel nous vivons, quel est votre projet de société si vous voulez même pas protéger celles et ceux qui n'ont rien, mais aussi même pas les travailleurs et les travailleuses de ce pays. Et là, vous êtes en pleine contradiction, parce qu'on vous en a laissé beaucoup d'occasions, et à chaque fois, vous n'avez pas pris la main tendue. Et donc, ça, on sera vous le rappeler au moment du vote final. Merci, chers collègues. Madame Garnier. Oui, merci Monsieur le Président. Juste un mot très rapidement, parce que j'ai entendu le ministre Olivier Dussopt ce matin sur Europe 1 qui nous parlait justement du RSA. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Aujourd'hui, nous avons presque 2 millions d'allocataires du RSA. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans.
2 fois plus qu'il y a 10 ans. La situation n'est pas satisfaisante. Donc voilà, moi je voudrais prolonger les propos de mes collègues. Partout, les entreprises cherchent à embaucher. Partout, il y a des postes qui sont non pourvus. Et on a 2 fois de plus de bénéficiaires du RSA qu'il y a 10 ans. Donc bien sûr qu'il y a des personnes qui ont besoin de ces aides sociales. Bien sûr qu'il ne faut stigmatiser personne. Mais je crois que c'est aussi notre responsabilité de voir la réalité en face et de nous poser les bonnes questions. Merci, chers collègues. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 83. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe RDPI sur cet amendement. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Il est maintenu, monsieur Segouin, il est maintenu l'amendement. Le 44 sera retiré. Très bien. Encore des demandes de vote? Non. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin 129 sur l'amendement 83. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 329, pour l'adoption 144, contre 185. Le Sénat n'a pas adopté.